Bonjour à tous. Merci d'être là pour le 3e café de la Graduate School. On a commencé cette série de cafés au mois d'octobre. C'est le 3e. Le principe, c'est de toujours essayer de vous présenter à la fois une équipe de recherche et puis un élément de formation, un parcours de formation en master. Donc, on va essayer de couvrir largement. On a 2 intervenants aujourd'hui, avec Sylvain Franger pour la formation et puis Guillaume Desanneaux pour l'équipe de recherche. L'objectif, c'est aussi de capter ces présentations, de les diffuser ensuite pour que les gens puissent les retrouver. Donc, on arrive à petit mettre en place ces flux d'informations. On a mis à jour notre site internet sur l'université, donc université Paris-Saclay et /GS6, SIS, où on peut retrouver les différents liens vers ces présentations pour pouvoir retrouver tout ce qu'on a fait lors des derniers cafés. Dans les actualités, lundi après-midi, on a organisé notre premier raccueil des doctorants de la Graduate School. On a eu une centaine de doctorants inscrits qui sont venus participer à des présentations par le collège doctoral, par les différents intervenants de la Graduate School pour présenter l'écosystème du doctorat. Donc, on fera un petit reportage, un petit compte-rendu sur ce qui s'est passé ce lundi. Et puis, on aura dans le mois de décembre encore un colloque. Alors, on espère qu'on va pouvoir l'organiser en lien avec la Graduate School de physique le 16 décembre, le colloque Bouissy. On espère qu'on pourra le maintenir en présentiel comme c'est initialement prévu. Donc, je vais laisser la place aux intervenants. Alors, on a dit qu'on commençait plutôt par la formation cette semaine. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain Franger pour nous présenter les formations de la mention énergie, plus particulièrement un parcours de la mention énergie. Merci beaucoup Franck, déjà pour l'invitation et puis l'opportunité de présenter effectivement la mention de Master Énergie que je coordonne. Alors, présente la mention de Master Énergie donc sur Paris-Saclay, donc une mention de Master qui est commune avec différents établissements qui sont mentionnés là, donc Centrale Supélec, l'école normale de Paris-Saclay, AgroParisTech, Versailles-Saint-Quentin, l'INSTN et un partenaire aussi de choix récemment qui a été co-accrédité dans la mention énergie, l'IFP School. Alors la mention énergie, en fait, le thème général de l'énergie sur le plateau de Saclay est un thème évidemment important et puis bien ancré sur la réalité. Donc on bénéficie de liens assez forts avec 2 instituts de la transition énergétique, l'un sur le solaire que vous connaissez, l'IPVF, qui est pas très loin d'ici, et un sur le véhicule du futur, VDCOM. On a également des Fab Labs, des Innovlabs, donc notamment à Centrale Supélec ou à l'IUT de Cachan, qui permettent donc aux étudiants de pouvoir réaliser des projets aussi, de faire du prototypage. Donc ça, c'est un accompagnement pratico-pratique qui est très intéressant et disponible pour nos étudiants sous évidemment l'accompagnement pédagogique d'enseignants et de mentors. On a également un pôle de compétitivité Moveo qui concerne tout ce qui est mobilité terrestre, véhicules autonomes, véhicules décarbonés, etc. Donc évidemment là aussi un lien très fort avec la mention de Master Énergie, plus le pôle aéronautique qui est pas très loin, donc à Toussul-Noble, et qui constitue également un cluster sur la mobilité aérienne, avec un challenge Aéro-Saclay qui est proposé donc tous les ans à nos étudiants de la mention de Master Énergie, dans lequel ils vont pouvoir, là aussi, accompagnés par des mentors de l'industrie aéronautique et des enseignants-chercheurs de la formation, réaliser à travers des groupes qu'on espère interdisciplinaires et puis aussi inter-établissements, adresser une question autour de la mobilité électrique, aérienne, décarbonée.
Donc, vous voyez effectivement un tissu finalement assez important autour des thèmes de l'énergie. Je ne cite pas, mais évidemment, on les a en tête, et également les labos de R&D d'EDF qui sont installés pas très loin de chez nous, de Thales, Safran, qui constituent également des points d'ancrage pour des stages et pour éventuellement des thèses à l'issue de la formation. Alors, la mention de Master Énergie, elle est assez importante. C'est l'une des plus importantes de la Graduate School en termes d'éléments de formation. Elle couvre 3 grands domaines, si on peut dire, de parcours en fait dédiés sur la thématique de l'énergie. Donc, on va avoir des parcours plutôt sur l'efficacité énergétique, plutôt sur les matériaux adaptés aux nouvelles technologies de l'énergie, et puis également un parcours sur les procédés, notamment les procédés décarbonés, l'efficacité dans l'industrie, des processus, etc. Donc, les étudiants ont la possibilité, à travers le choix de ces différents parcours, eh bien, de pouvoir, un peu à la carte, se faire une formation selon les métiers qu'ils souhaitent faire. Donc, la première année va proposer 3 voies, dont une, plus une complètement en anglais, qui est assez généraliste, c'est pour mettre un petit peu tous les étudiants qui arrivent au niveau M1, donc du master, à niveau sur les grands concepts, on va dire, liés à l'énergie, puis les disciplines qui sont sous-tendues, comme la physique, la chimie, les sciences des matériaux et aussi l'économie qui prend une place importante. Et puis la deuxième année va être l'année de spécialisation, c'est assez classique, où là on va proposer donc dans la mention 11 finalités qui peuvent être accessibles aux étudiants et qui vont adresser chacune une spécificité dans la thématique énergie. Donc aujourd'hui, je voulais faire un focus sur l'une de ces spécialités qui est PIE, donc physique ingénierie de l'énergie, qui contient 3 parcours, 3 sous-parcours en fait, qui est un sur les systèmes électriques, un sur les réseaux et puis un sur les nouvelles technologies de l'énergie, donc le NTE. Et c'est celui-là que je voulais vous présenter parce que c'est celui qui est, on va dire, pluridisciplinaire, à spectre assez large, donc potentiellement intéressant. Puis ça fait le lien avec ce dont Guilhem parlera ensuite, par exemple, de ce qui se passe dans son laboratoire. Donc, les établissements partenaires de PIE sont Centrale Supélec, Paris-Saclay à travers ses différentes facultés et puis l'ENS de Paris-Saclay. Les responsables des différents éléments de formation sont mentionnés ici. Mohamed Bensetti pour l'aspect réseau, Éric Labouré pour l'aspect système et Laurent Audouin pour l'aspect nouvelles technologies de l'énergie. Et Laurent passe la main à Olivier Plantevin, donc qui le remplacera dans les mois prochains. Donc PIE est organisé suivant un emploi du temps, on va dire, assez classique, là aussi pour les masters, donc un tronc commun généralement sur le premier semestre pour homogénéiser les acquis et puis donner un socle de compétences communes aux étudiants, et ensuite des spécialisations qui peuvent être d'ailleurs choisies parmi un ensemble de différentes UE pour le second semestre. Donc, par exemple, le tronc commun va aborder ces différentes thématiques, donc qui sont sur la fois de la physique, l'électronique des solides, les matériaux, la science des matériaux, un peu de chimie à travers l'électrochimie, également tous les concepts autour de l'énergie nucléaire, les transferts thermiques, la mécanique des fluides. Donc tout ça va permettre aux étudiants de se forger des compétences dans la discipline et de pouvoir ensuite, au cours du second semestre, choisir des éléments de formation qui vont colorer un petit peu leur parcours et donc vont pouvoir dessiner comme ça progressivement finalement le diplôme qu'ils souhaitent et s'orienter vers un métier bien défini. Donc vous voyez que les éléments de formation proposés au second semestre vont adresser des nouvelles technologies de l'énergie, donc notamment le solaire, photovoltaïque, tout ce qui est efficacité énergétique, également les bâtiments, l'efficacité énergétique dans les bâtiments, la filière hydrogène et les piles à combustible, tout ce qui est énergie éolienne,
Donc on a vraiment un spectre assez large et donc la possibilité donnée aux étudiants de pouvoir, une fois encore, acquérir des compétences diverses et variées qui vont les amener vers les métiers qui sont ceux pour lesquels ils souhaitent se destiner. Donc les débouchés justement de la formation sont extrêmement variés. Il y a aussi des choses assez classiques dans la continuité des études des étudiants. Beaucoup se destinent évidemment à l'industrie, quasiment 70%. 30% d'entre eux continuent en thèse, et donc ça évidemment c'est quelque chose d'important et qu'on cultive aussi au sein de l'université Paris-Saclay. Donc les entreprises qui sont en relation avec ce M2, vu les thèmes qui sont adressés, évidemment, il y a une certaine logique. Donc vous voyez effectivement qu'on va retrouver les constructeurs automobiles, on va retrouver EDF, l'aéronautique également à travers Airbus et Safran, et puis un certain nombre d'autres acteurs de l'énergie qui proposent des emplois pour nos jeunes dans des métiers très différents qui vont de la R&D à l'audit énergétique, évidemment donc assez variés, donc particulièrement intéressant pour les étudiants. Voilà, j'ai fini ma présentation. J'espère vous avoir dressé un panorama assez convaincant de la formation qui attire beaucoup de jeunes. On a à peu près plus d'une centaine d'étudiants par an répartis sur les différents parcours avec de belles réussites. Merci. Merci bien. Il y a une petite question sur justement sur l'origine des étudiants, les prérequis, les bagages que peuvent avoir les étudiants avant de rentrer et où est-ce qu'ils sont recrutés. Oui, alors en fait c'est assez classique dans les masters en général, on a beaucoup à ce niveau-là d'étudiants qui viennent d'autres établissements à Paris-Saclay, celles qui peuvent venir de province ou de Paris intramuros, et puis on a des filières qui sont un peu dans la continuité, donc on a les licences traditionnelles notamment en physique, en sciences des matériaux, donc on va avoir des étudiants qu'on pourrait dire internes, donc beaucoup viennent de parcours plutôt typés physique ou d'autres établissements de France. Mais c'est très, enfin, ça va dépendre évidemment des parcours. Là, j'ai fait un focus sur un parcours qui est assez pluridisciplinaire, donc qui est en capacité d'accueillir des étudiants avec de différentes typologies. Mais on a des parcours qui sont peut-être un peu plus spécifiques sur les matériaux. Donc là, on va cibler plutôt des étudiants qui ont déjà un bagage conséquent en sciences des matériaux, par exemple, ou des étudiants qui sont plus sur du génie électrique. Donc là, très naturellement, auront fait des études dans ce domaine-là auparavant. Donc ça peut être assez variable, mais disons qu'en général, on a quand même pas mal d'étudiants qui viennent de chez nous, déjà en interne, des formations internes à Paris-Saclay, mais au niveau master, très traditionnellement, on accueille aussi beaucoup d'étudiants d'autres établissements français, et y compris de l'étranger aussi. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. On va passer à la partie équipe de recherche. Et pour ça, on va donner la parole à Guillaume Desanneaux. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter alors, un petit bout du laboratoire structure, propriété et modélisation des solides. Et puis, je vais faire un focus, comme m'a été demandé, sur la thématique énergie, qui est effectivement une thématique importante chez nous. Alors, je suis Guillaume Desanneaux, moi, je suis le directeur du labo et je suis directeur de recherche CNRS. Alors, c'est un labo qui est localisé au bâtiment Eiffel de Centrale Supélec et qui est une unité mixte entre Centrale Supélec et le CNRS, et donc au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc on a deux axes au sein du labo. Alors les slides sont en anglais, la présentation je la ferai en français. On a un axe qui s'appelle Smart and Functional Materials, au sein duquel on étudie des matériaux essentiellement oxydes, mais pas que pour l'électronique, des matériaux pour l'énergie, et puis des matériaux avec une connotation autour de la photonique, étant entendu que pour certaines applications, par exemple le photovoltaïque, on est à cheval entre la photonique et les matériaux pour l'énergie. On a un deuxième axe qui, lui, se centre beaucoup plus sur des développements méthodologiques
et sur les structures électroniques, en particulier sur les structures électroniques des matériaux, avec des approches autour de la théorie de la fonctionnelle densité, avec des développements méthodologiques sur cette méthodologie, et puis des modélisations avec parfois une échelle qui va un peu au-delà de celle que peut atteindre la méthode DFT. Et puis quelques outils spécifiques développés dans le cadre de la DFT, comme par exemple l'évaluation de la photostriction ou l'utilisation, le développement de thermostats quantiques pour simuler les effets quantiques dans les matériaux. Après, on a encore cette idée, comme j'ai mentionné, d'aller à une échelle un peu plus grande. Et puis, on a toute une activité aussi en lien avec ces structures électroniques, une activité autour de la cristallisation et de la caractérisation des cristaux. Donc, à la fois une activité de cristallisation induite par laser, ça c'est essentiellement Hans Pazojevic qui travaille sur ce sujet. Et puis, une fois que les cristaux sont obtenus, on est capable de remonter à la densité électronique au sein des cristaux à partir de la diffraction des rayons X. Donc, on a pas mal d'outils qui vont dans ce sens-là. Tu peux mettre le slide suivant, merci. Donc, en termes de déroulé, on va dire, au sein du labo, c'est structure, propriété et modélisation des solides. Donc, ces solides, en général, il faut qu'on les fabrique. Donc, on a toute une activité de fabrication. On va, de manière générale, très souvent les caractériser assez finement sur le plan structural. Donc, on a des outils que je vais vous présenter après. Et puis, les propriétés qu'on étudie essentiellement, pour l'instant, c'est les propriétés optiques et historiquement plutôt les propriétés électriques. Et enfin, après, on a un aspect modélisation, ce qui fait qu'un très gros pourcentage de nos publications ont une composante modélisation. Slide suivant. Donc, en termes de synthèse, on a une grosse connaissance autour de la synthèse de nanopoudre avec quelque chose d'un peu spécifique qui est le fait on a développé des méthodes pour contrôler un peu la forme des échantillons qu'on va produire. Alors, souvent, ça peut être des nanoparticules enrobées ou non, elles peuvent être en forme de bâtonnets, elles peuvent être en forme de donuts, elles peuvent être en forme de petits cubes, de tubes, etc., etc. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on aime travailler, c'est-à-dire contrôler à la fois la composition, mais aussi la forme des nanoparticules qu'on va produire. Alors, une fois que ces particules, on les a obtenues, parfois, il nous arrive de les mettre en forme sous forme de céramique dense. Et là, on a soit des outils classiques, soit des outils un peu plus avancés comme le Spark Plasma Sintering. Donc, on va à la plateforme de Thiers parce qu'on est partenaire de cette plateforme et on synthétise des matériaux. Et avec l'avantage que ce Spark Plasma Sintering permet de densifier fortement les céramiques qu'on va obtenir. Et on a aussi une activité sur les couches minces, une petite activité sur le dépôt de couches minces par voie chimique. Slide suivant. Alors, ça a été le cœur du labo, la force du labo pendant très longtemps, et on commence à se diversifier un petit peu. Donc, on est historiquement, les chercheurs du labo sont quasiment tous des cristallographes reconnus. Donc, on a pas mal d'outils autour de la diffraction des rayons X qui nous permet d'aller balayer une gamme de températures assez vaste, comme vous pouvez voir ici, depuis une dizaine de Kelvin jusqu'à 1600 Kelvin. On a développé aussi des outils pour travailler sous champ électrique, pour contrôler l'atmosphère. Et puis, on est capable d'étudier des matériaux qui vont être soit sous forme de monocristaux, de poudre ou de couches minces. Après, on a d'autres outils de caractérisation comme de l'incidence rasante. On a accès à un microscope électronique à transmission, un Titan Cube là, qui est sur la plateforme MathMeca, qui permet de faire un certain nombre de choses à une échelle très très petite et de corréler cette information, on va dire nanochimique, avec les propriétés qu'on mesure par ailleurs. Et puis on a aussi des outils de caractérisation structurale comme la spectroscopie Raman, que là aussi on peut utiliser in situ. Alors que ce soit le TEM ou le Raman ou les rayons X, cette notion de in situ, en particulier la température et l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on manipule au quotidien, quoi. C'est des choses qu'on fait couramment. Slide suivant. Alors, comme je vous ai mentionné, on a une grosse activité aussi autour des mesures électriques. Donc, on a 2 salles complètes de mesures électriques où on va mesurer des choses comme le coefficient piezo, des cycles d'hystérésis. On a pas mal de bandes d'analyse par spectroscopie d'impédance complexe, de mesures de conductivité électronique. Et là encore, c'est un peu le leitmotiv, on est sous atmosphère contrôlée et sous température contrôlée. On a aussi des manips en mesure de photoconductivité, relaxation de conductivité, et puis des bandes tests de piles à combustible, sur lequel je reviendrai peut-être. Ensuite, comme j'ai mentionné, on a une partie modélisation aussi. Alors clairement, en modélisation, on est vraiment à l'échelle de l'atome, voire subatomique. Donc on est vraiment à l'échelle d'une maille ou quelques mailles.
Donc ça, c'est essentiellement via la méthode de DFT, mais on essaye d'étendre cette méthode à d'autres échelles en développement, ce qu'on appelle des méthodes de second principe, où on va développer des méthodes qui permettent de traiter des beaucoup plus grands systèmes, mais on va paramétrer ces méthodes en utilisant les calculs DFT. Donc ça, c'est une grosse tendance au sein du labo. Donc j'en viens à la thématique, puisqu'on est là pour parler d'énergie. Donc autour de l'énergie, on a une activité autour de ce qu'on appellerait l'énergie harvesting. Alors la traduction d'harvesting, c'est grappillage. On vient grappiller de l'énergie quelque part là où on a de l'énergie perdue. On va essayer de la récupérer et de la récupérer alors pour différentes applications. Alors cette énergie perdue peut être de l'énergie perdue sous forme de chaleur, sous forme de vibration, sous forme de lumière, sous forme de frottement. Et donc, on travaille un peu sur tous ces sujets. Donc, en termes sur cette thématique d'énergie harvesting, il y a des matériaux qui se prêtent très, très bien à cette récupération d'énergie, qui est ce qu'on appelle des matériaux ferroélectriques. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est des matériaux qui ont une polarisation, et associé à cette polarisation, il y a une distorsion structurale. Et en général, en utilisant soit le côté électrique, soit le côté distorsion structurale, on va pouvoir essayer de récupérer de l'énergie dans différents systèmes. Alors, en particulier, ces matériaux ferroélectriques ont des variations de propriétés très fortes en fonction de la température, ce qui permet d'exploiter une propriété qu'on appelle la pyroélectricité, où on va utiliser un changement de température pour générer un voltage et avec possibilité de récupérer ce voltage ensuite et d'en faire quelque chose. Alors, en général, on est sur des puissances qui sont relativement faibles pour ces systèmes-là, mais comme de toute façon, c'est de l'énergie qui est perdue, on se dit que ça peut être intéressant. C'est en particulier intéressant dans tout ce qui est système de capteurs déportés, capteurs où on n'a pas envie d'intervenir pour aller changer la pile tous les 4 matins, quoi. Et donc, c'est particulièrement pertinent dans tout ce qui est autour de l'IoT, autour de la captation de données, parce que pour ces capteurs, il faut que ces capteurs soient alimentés, mais ils n'ont pas besoin en général d'une grosse alimentation, et il faut qu'ils soient capables de transmettre une information, et là non plus, les puissances sont en général assez faibles, et ces systèmes-là, en termes de rendement énergétique, sont pas géniaux, mais par contre, ils utilisent quelque chose qui est de toute façon perdu, donc c'est là où ils deviennent intéressants. Donc la pyroélectricité comme premier outil, où on va utiliser un changement de température, dans des polymères ou dans des oxydes. En l'occurrence, l'exemple montré ici, c'est dans des polymères. Slide suivant. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la triboélectricité. Là, c'est pareil, quand on parle de frottement, en général, les frottements, c'est de l'énergie totalement perdue, quoi. Et là, il y a possibilité, en utilisant cette énergie de friction, de générer des charges et de générer un courant aussi. Pour ça, on base soit sur des polymères, où les frottements se passent bien et peuvent avoir un peu de perte de matière d'ailleurs qui va induire cette polarisation, ou sur des matériaux beaucoup plus durs où là on va induire le fait qu'il va y avoir des transferts de charge à une interface et qui vont être utilisés aussi pour générer de l'électricité. On a aussi évidemment quelque chose que vous connaissez peut-être un peu plus, qui est la piézoélectricité, où là on va coupler mécaniquement le fait qu'un matériau va être sollicité soit par une vibration, soit par une pression, et ces matériaux ferroélectriques ou piézoélectriques, certains sont intéressants puisque les matériaux piézoélectriques, par définition, ils couplent cette propriété mécanique à une propriété électrique. Donc quand on a une sollicitation mécanique, on peut extraire de l'électricité. Réciproquement, quand on leur applique de l'électricité, on peut générer une onde mécanique. Là, on va utiliser vraiment le fait d'une pression ou le fait d'une vibration, et on va utiliser de l'électricité à partir de ça. Donc on va typiquement créer des petits modules qui vont vibrer à toute vitesse dès qu'on va leur imposer un petit mouvement, quoi. Et ces petits modules, ces petits cantilevers, ces petites poutres-là, quand elles vont vibrer à leur fréquence de résonance, à chaque fois qu'elles vont faire des cycles de vibration, elles vont générer de l'électricité. Donc ça peut être utilisé, y compris à l'intérieur du corps, pour générer des outils médicaux, par exemple. Slide suivant. Alors, on a aussi, donc ça c'était l'activité sur les ferroélectriques, on a aussi une activité autour de la conversion de l'énergie solaire, de l'énergie lumineuse. Et là, les ferroélectriques ont aussi un intérêt particulier,
c'est que le fait qu'il y ait la présence d'une polarisation au sein du matériau va permettre de séparer les électrons des trous, donc va augmenter cette durée de vie de la paire électron-trou. Et donc ça va être en particulier intéressant dans les matériaux photovoltaïques. Alors une des difficultés dans les ferroélectriques, c'est que ces matériaux-là sont en général isolants et avec un gap, avec une énergie de gap qui est assez large. Et donc du coup, il va y avoir une chimie une chimie des matériaux à essayer de développer pour améliorer le gap de ces matériaux et les rendre absorbants dans le visible. Donc ça, c'est une activité qu'on a au sein du laboratoire. Ça peut être sous forme de monocristaux, ça peut être sous forme de céramique ou ça peut être sous forme de multilayer, comme vous voyez ici sur l'image. On va essayer de coupler différentes propriétés. Slide suivant. De la même manière, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, cette séparation des paires électrons-trous peut être utilisée pour faire de la génération électrique, comme j'ai mentionné, avec l'effet photovoltaïque, mais ça peut être utilisé aussi pour faire des réactions chimiques bien ciblées. Donc on a possibilité d'utiliser les matériaux ferroélectriques, en particulier sous forme de nanopoudre, pour faire de la photocatalyse. Donc on a des essais, on a plusieurs thèses qui sont en cours au sein du labo sur ce sujet, où là on travaille essentiellement sur de la dégradation de molécules qui en général sont caractéristiques de cet effet de photocatalyse, ou de la dégradation de médicaments, d'antibiotiques, etc. Mais on envisage, en particulier dans cette thématique de l'énergie, de voir comment ces matériaux peuvent être utilisés pour la génération d'hydrogène. Donc générer de l'hydrogène à partir de photocatalyse. En utilisant potentiellement aussi le fait qu'on peut séparer les deux sites de réaction de génération d'hydrogène et de génération d'oxygène du fait de cette polarisation. Et donc on peut avoir assez naturellement un effet de séparation des deux atmosphères, hydrogène d'un côté, oxygène de l'autre. Slide suivant. Alors on a une activité aussi historique, à une époque on avait une équipe mixte avec le CEA sur les matériaux pour le nucléaire, et là en particulier au sein du labo, l'activité sur le nucléaire elle se concentre sur le combustible UO2 plus X. Ce combustible a cette particularité, ce plus X là, il pose de nombreuses questions, parce que du fait de cette possibilité d'avoir un état d'oxydation variable, eh bien on va avoir une fragmentation, on va avoir une fragmentation du combustible nucléaire qui peut être extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement des centrales nucléaires. Donc on a besoin de comprendre un peu plus ce qui se passe avec ce combustible nucléaire. Alors quels outils on a mis en place? Slide suivant. Anne? Ouais, mais... Vas-y encore. Voilà. Donc là, vous voyez typiquement le diagramme. Donc ça, le UO2, c'est ce qu'on met dans les crayons, hein, dans les crayons nucléaires. En général, on vous dit c'est UO2. Bah non, c'est pas UO2, c'est UO2 plus X. Et vous voyez qu'il a cette particularité, ce matériau-là, c'est que le ratio entre l'oxygène et l'uranium présente des coefficients extrêmement larges, puisqu'il varie de 1,8 à 3. Et vous avez donc des structures cristallographiques qui vont être extrêmement différentes, avec des mailles compliquées. Donc vous avez un exemple ici sur la droite, où on voit que effectivement la résolution de structure impose d'aller chercher, de faire de la résolution structurale sur des mailles très très grandes. Et puis on voit aussi, et ça c'est vraiment un problème au niveau de l'application, que associées à ces modifications structurales sont associées des variations de volume. Et vous comprenez bien que quand un matériau qui est a priori dense, au départ, on lui impose des variations de volume aussi conséquentes, bah, ça explique pourquoi il se fragmente en tout petit bout derrière, pour peu qu'on ait ces variations d'oxygène. Donc associé à ce diagramme complexe, slide suivant, on va évidemment trouver une complexité cristallographique que j'ai mentionnée avant et qui va être explorée par des méthodes de diffraction, de rayons X, diffraction de neutrons, microscopie électronique à transmission, des méthodes un peu originales comme la PDF, qui permet d'avoir une information sur l'ordre local, mais ça va induire aussi des propriétés complexes qui vont aller depuis des transitions électriques, depuis un isolant de mode vers un isolant en transfert de charge, avec des frustrations magnétiques, etc., etc. Donc vous voyez qu'il ici il y a de la belle physique pour le coup derrière, c'est un peu moins appliqué, mais il y a de la belle compréhension des phénomènes et des couplages entre les différents atomes qui vont varier fortement suivant la composition du matériau et la structure qui est associée. Slide suivant. Alors, sur les matériaux pour piles à combustible, on a une activité qui est assez classique, qui est d'explorer
matériaux oxydes et d'essayer de trouver ceux qui ont la meilleure conductivité ionique ou la meilleure propriété électrochimique. Et depuis peu, on développe une approche qui est un peu différente. On s'est rendu compte qu'on était, de manière générale, la recherche sur ces domaines était extrêmement lente et que l'exploration des compositions ne se faisait pas assez vite et avait assez peu évolué au cours du temps. Donc on a décidé de développer des approches où on essaie d'aller beaucoup plus vite dans l'exploration des compositions, où on va essentiellement utiliser deux approches, l'approche qu'on appelle combinatoire et l'approche de recherche autonome. Là, je vais présenter la recherche combinatoire, mais on est en train de développer aussi des approches de recherche autonome. Quelle est l'idée? L'idée, elle est au lieu de créer une composition et d'aller la caractériser très finement de bout en bout, eh bien, on va générer une grande série de compositions. On va les caractériser à certains égards peut-être moins finement, mais on va extraire de cette quantité d'informations peut-être beaucoup plus d'informations pertinentes et d'interprétations, on va dire, avec un contenu statistique bien meilleur pour essayer de faire des interprétations plus fines, quoi, et puis aller analyser derrière avec des outils typiquement d'IA ou autres pour générer de la connaissance, quoi, par rapport à des espaces de composition beaucoup plus grands. Slide suivant. Donc sur l'approche combinatoire, on travaille en collaboration avec des gens qui sont sur Barcelone en particulier pour le dépôt combinatoire. Vous voyez sur le graphe de gauche, on a un dépôt qui a été réalisé sur un substrat où ils ont réussi à déposer un diagramme ternaire complet sur ce substrat. Ça veut dire que quand vous avez cet objet, bah, quelque part, vous avez ce qu'on appelle une librairie de matériaux, c'est-à-dire un objet unique, mais qui contient une infinité d'informations et qui va être duquel on espère tirer un maximum d'informations sur le plan structural, sur le plan des propriétés électriques, sur le plan des propriétés chimiques, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont faites avec les collègues espagnols, mais on développe aussi nos propres outils de dépôt par voie chimique au sein du labo pour arriver à des choses un peu semblables, même si un peu différentes. Slide suivant. Alors évidemment, une fois que vous avez cet objet, il faut avoir les outils qui vont avec pour caractériser les matériaux. Donc on a développé, au labo, on a la chance d'avoir un diffractomètre qui est résolu spatialement, donc on est capable d'aller pointer à différents endroits du substrat pour aller extraire les informations structurales sur ces matériaux, donc on est capable de faire des cartographies. Et évidemment, les Rolls-Royce sur ce sujet, c'est le synchrotron, donc on travaille avec Soleil là, sur un projet ANR, où on a développé un four qui nous permet d'aller travailler jusqu'à 700-800 degrés sur des substrats qui font 4 pouces, et du coup d'aller balayer en température sur cet infini, sur ces diagrammes ternaires. Et typiquement, en 1 heure de temps, on obtient 4000 diffractogrammes sur un wafer à une température donnée, quoi. Et après, il faudra qu'on développe, donc on est en train de le faire, développer la mesure de conductivité à haute température. Et là, c'est pareil, résolu spatialement, où on va venir balayer sur l'échantillon. Et en fonction de la composition à un endroit donné, on sera capable d'extraire des informations pertinentes aussi, quoi. Alors, en parallèle de ça, de l'aspect couche mince, on développe un peu la même chose aussi sur la synthèse de poudre, en utilisant le fait qu'on a désormais accès à des robots de synthèse, des robots de pipettage en chimie qui sont plutôt bon marché et qui permettent de produire de nombreuses compositions en très peu de temps, quoi. Slide suivant. Alors évidemment, l'étape suivante, ou en parallèle de cette approche combinatoire où on explore beaucoup de compositions, il y a une autre approche qu'on va développer en particulier via le PEPR Diadème, là, qui est en train d'être mis en place, qui est une approche de recherche autonome. Là, l'idée, elle est assez simple, elle est de dire, si j'arrive à maîtriser au sein d'un même objet la partie synthèse, caractérisation structurale et caractérisation fonctionnelle des matériaux, et si j'arrive à avoir des boucles et des outils qui permettent de séquencer et de faire toutes ces étapes de manière automatisée, eh bien, on va pouvoir créer un objet qui va pouvoir, d'une certaine manière, travailler tout seul. Et cet objet qui va travailler tout seul, il va explorer lui-même tout cet espace qu'on va lui proposer d'explorer. Et puis, une fois qu'on aura identifié des zones, on va dire peut-être plus intéressantes que d'autres,
eh bien, on pourra faire la dentelle qu'on a l'habitude de faire par ailleurs, les choses très fines et très précises qu'on a l'habitude de faire par ailleurs, mais sur des compositions choisies et sur des compositions identifiées au préalable. Donc ça, c'est un sujet qu'on développe avec le L2S, pour le coup, où eux amènent leurs composantes automatiques et traitement de données, et nous, on amène la composante matériaux. Voilà, et alors, dernier slide, je vous prie de trouver ici quelques noms de personnes que vous pouvez contacter si vous voulez plus de détails. Et donc, Brahim Thiel sur l'aspect matériaux ferroélectriques, Gianguido Baldinozzi sur l'aspect matériaux pour le nucléaire. Et puis, vous pouvez me contacter si vous voulez des infos sur les matériaux pour piles à combustible ou si, tout simplement, vous voulez visiter le laboratoire. Je me fais chaque fois un plaisir de faire visiter les collègues. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup, c'est très complet. Juste une petite question peut-être sur tu as parlé rapidement de la plateforme de Thiel là, pour la synthèse des céramiques. Ouais. Le but aussi de la Graduate School, c'est qu'on fasse connaître ces plateformes-là. Tu peux donner juste quelques petits détails sur cette plateforme, comment elle est opérée et ce qu'elle fait? Alors, c'est une plateforme qui a été mise en place il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, où ils ont acheté un appareil qui est un appareil de Spark Plasma Sintering, pardon, donc qui est un outil de frittage un peu particulier, qui est du frittage sous charge, du frittage sous pression, qui permet de friter très très vite, et c'est en particulier intéressant quand on veut conserver des tailles de grains toutes petites au sein d'un matériau céramique. C'est-à-dire on arrive à densifier, mais en général avec une densification optimale, les grains ils grossissent. Bah, dans ce cas-là, on arrive à obtenir des tailles de grains toutes petites parce que le frittage se fait très très vite, quoi. Donc, et alors comment c'est opéré? Il y a des labos qui ont été définis et qui sont partenaires depuis le début. Et on peut aller, je pense, vers eux pour voir dans quelle mesure on peut avoir accès si ce n'est pas overbooké, quoi. Je ne pense pas que ce le soit, donc ça vaut le coup éventuellement de demander pour participer. Après, si vous voulez passer par nous, on peut aussi faire quelques manips, quoi, hein, s'il y a besoin. Ok, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la présentation. On essaye d'arrêter à 45 là, pour que les gens repartent sur d'autres activités. Donc, bah, écoutez, merci beaucoup pour la participation. Merci aux intervenants. Et puis, on se retrouve, le prochain qui est programmé, c'est le 6 janvier sur la mécanique, puisqu'on a la création d'un nouveau laboratoire sur le périmètre Paris-Saclay qui nous sera présenté, en tout cas pour la partie recherche. Et puis pareil, on présentera la partie formation aussi en même temps. Donc merci beaucoup et puis bonne fin de journée à tous.